Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Mag à l'Ouest sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette émission du lundi 7 avril de 17h à 18h. C'est le Mag à l'Ouest sur Westrack avec Lucie. Avec le printemps qui s'installe, Michel viendra égayer nos assiettes avec des recettes fraîches et savoureuses. Côté actualité locale, nous nous pencherons sur ce mystérieux bâtiment en construction dans le quartier Danton au Havre. La Ferrarock nous emmène cette semaine à la découverte de fragments et de leur nouvel album Delta City. Préparez-vous à une immersion musicale et captivante. Joanne nous fera découvrir l'exposition Ringside Seat de Solène Langlais, récemment présentée au Tetris, et bien sûr notre agenda événementiel pour ne rien manquer des sorties à venir dans la région. Mais avant tout ça, on s'intéresse à la météo pour débuter votre émission. En ce lundi après-midi, le soleil est au rendez-vous avec des températures agréables atteignant environ 15 à 16 degrés. L'humidité de l'air est modérée. Le soleil va se coucher ce soir à 20h46. Demain, mardi 8 avril, la journée va débuter sous un ciel partiellement ensoleillé, laissant place à quelques nuages élevés dans l'après-midi. Les températures vont osciller autour des 14 degrés avec une légère brise marine. Le soleil se lèvera à 7h13 et se couchera à 20h48. L'essentiel de l'actualité locale, c'est avec Margot dans le Mag à l'Ouest. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous, voici les informations locales de ce lundi 7 avril 2025. Le Havre, quel est ce nouveau bâtiment en construction quartier Danton ? Dans le quartier Danton au Havre, un nouveau bâtiment sort de terre derrière le pôle Simone Veil et le pôle social départemental. La première pierre a été posée en fin de semaine dernière. Ce nouveau projet, c'est Harvey Le Havre, concept d'habitat hybride qui regroupe des logements, un espace de coworking, un restaurant et un dojo. Au Havre, le cinéma Le Studio placé en redressement judiciaire. L'association qui gère le cinéma Le Studio a été placée en redressement judiciaire. L'établissement en crise depuis près de 2 ans est en cessation de paiement depuis le 27 février. Seule solution pour éviter la liquidation et la fermeture, une reprise par une entreprise. C'est pourquoi les anciens membres de l'association comptent créer une société pour sauver leur cinéma. Le champion de France 2025 de la pizza est havrais et il s'appelle Jimmy Pestel. Jeudi 3 avril, Jimmy Pestel, 38 ans, patron de la pizzeria Giacomo au Havre, est arrivé sur la première place du podium du championnat de France de la pizza. Sa 4e participation a donc été la bonne pour ce roi de la pâte croustillante. Le lycée Jules Siegfried du Havre, vainqueur d'un concours d'éloquence scientifique. Débattre sans se battre, tel est le nom du concours auquel 3 classes de lycéens normands ont participé en fin de semaine dernière à l'Atrium de Rouen. Et au terme d'une heure d'échange, c'est le lycée Jules Siegfried au Havre qui a remporté le premier prix. À Montivilliers, des travaux pour remédier aux pannes électriques. Depuis le 27 mars 2025 et jusqu'au 18 avril prochain, Enedis mène avec ses prestataires un chantier à Montivilliers. Le but, sécuriser l'alimentation en électricité de 1900 habitants du centre-ville et remédier aux grosses pannes de ces dernières semaines. Aucune autre coupure électrique n'est à prévoir pendant la durée des travaux, rassure Enedis. Merci de votre attention. Le journal se poursuit avec les actualités nationales et internationales. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Plus de 3% de baisse à l'ouverture de Wall Street. La bourse américaine chute à son tour, comme les autres places financières mondiales ces dernières heures. Conséquence des droits de douane massifs qui commencent à s'appliquer sur les importations américaines. Et l'Europe n'exclut pas une réponse extrêmement agressive à cette guerre commerciale lancée par Donald Trump. C'est ce qu'a indiqué le ministre français du Commerce extérieur, Laurent Saint-Martin, en marge d'une réunion avec les autres ministres européens au Luxembourg. La présidente de la Commission européenne demande de son côté une exemption de ces droits
droits de douane pour les biens industriels. Dans l'actualité également, Emmanuel Macron poursuit son déplacement en Égypte. Le chef de l'État participe à un sommet sur Gaza et réaffirme son opposition ferme au déplacement de population et à toute annexion. Il assure également que le Hamas ne doit avoir aucune part dans la gouvernance du territoire palestinien. Le président sera sur place jusqu'à demain. Notez aussi que ce soir, le Premier ministre israélien sera reçu à la Maison-Blanche. Benjamin Netanyahou doit s'entretenir avec Donald Trump. Un jeune de 15 ans tué par balle près de Lyon. Ça s'est passé à la mi-journée à Vaux-en-Velin, à proximité d'un point de deal qui avait été démantelé récemment. Une enquête est ouverte. Les coups de feu ont entraîné le confinement d'une école située dans le quartier. 3 personnes mises en examen pour meurtre en bande organisée. Ils sont suspectés d'avoir brûlé vif un homme de 28 ans à Pau en novembre dernier. Interpellés mardi dernier, ils ont été placés en détention provisoire, annonce aujourd'hui le procureur de la République. Les employés du CHU de Grenoble, victimes de mystérieux malaises. Plusieurs centaines de cas ont été recensés ces dernières années au sein de l'Institut de biologie et de pathologie de l'hôpital. Les agents seraient victimes d'émanations possiblement toxiques. Un employé a porté plainte contre la direction ce lundi. Enfin, Florian Rousseau est le nouveau directeur technique national de la Fédération française de cyclisme. L'ancien champion olympique a pris ses fonctions aujourd'hui. Il sera en poste jusqu'en 2028. Voilà ce que l'on pouvait retenir dans l'actualité. Bonne fin de journée à notre écoute. Et on passe maintenant aux événements qui se déroulent cette semaine sur Le Havre et l'agglomération. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Besoin de vous relaxer et de prolonger le week-end. Ce soir, une séance de guérison par la respiration Soul Dimension Breathing se déroule au Havre. Un moment de détente et de recentrage pour bien commencer la semaine et c'est à partir de 18h. Demain, une balade de sophro côté crépuscule à Manneville-la-Goupil, une promenade au crépuscule alliant découverte de la nature et relaxation. Le départ se fait à 19h. Et enfin, dernier événement, vendredi 11 avril, un concert de Majid Cherfi à Gonfreville-Lorcher. L'ancien membre du groupe Zebda revient sur scène pour présenter son nouvel album. Rendez-vous à 20h au centre culturel. Infos, réservations et tarifs sur le site de l'ECPC de Gonfreville-Lorcher. Et n'oubliez pas le festival de théâtre qui aura lieu ce week-end du vendredi 11 avril au dimanche 13 avril 2025 au théâtre de Bolbec. Tarif 8 € par spectacle, passe journée à 12 € et passe ce festival à 20 €. Cette semaine, la Ferrarock nous invite à plonger dans l'univers électropop de Fragment avec leur nouvel album Delta City, un voyage qu'on fait ensemble sur Westrack pour découvrir le nouvel album à travers quelques extraits. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Certains groupes ne se contentent pas de jouer de la musique, ils créent des mondes. Fragment, trio français formé en 2012, leur musique instrumentale, à la fois poétique et immersive, évoque des paysages oniriques où les émotions se dévoilent sans un mot. Après plusieurs albums salués pour leurs intensités cinématographiques, le groupe revient avec Delta City, un nouvel album où synthétiseurs modulaires, rythmiques, robotiques et textures hypnotiques se mêlent pour offrir une expérience sonore hors du commun. La Ferrarock vous invite à découvrir cet univers du 7 au 13 avril 2025.
À l'origine de Delta City, il y a un projet audacieux, une réinterprétation musicale du film culte Robocop de Paul Verhoeven, revisité en ciné-concert. Conservant l'intégralité des dialogues du film, Fragment a conçu une nouvelle bande-son électronique, évitant l'ultraviolence des orchestrations originales pour explorer une vision plus immersive et dystopique. Entre nappes synthétiques, envoûtantes, beats mécaniques et guitares éthérées, l'album capture l'essence de ce projet scénique et le condense en une œuvre à part entière, enregistrée chez Radio Ravioli et mixée par Joris Seydana. Delta City transporte l'auditeur dans un univers où les préoccupations sécuritaires et technologiques résonnent étrangement avec notre époque. Avec Delta City, Fragment poursuit son exploration musicale en repoussant les frontières entre cinéma et musique. À travers cet album, le trio nous invite à une dérive futuriste où chaque son semble façonner un paysage. Chaque texture évoque une image. Loin d'être une simple adaptation, ce projet s'affranchit de son inspiration pour exister pleinement, tel un voyage sonore à la fois puissant et méditatif. La Ferrarock vous propose de vous laisser happer par cette œuvre fascinante, un album à écouter comme on regarde un film, les yeux fermés, l'imagination en éveil. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Place maintenant au reportage du jour. Joanne est allée à la rencontre de Solène Langlais, artiste plasticienne, à l'occasion de son exposition Ringside Seat, qui est passée au Tetris, une immersion dans son univers artistique singulier, avant de se mettre au fourneau avec nos tabliers autour du thème du printemps avec Michel. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Joanne, je suis en service civique en médiation culturelle au Tetris et aujourd'hui j'ai le plaisir d'échanger avec Solène Langlais sur Westrack Radio. Bonjour Solène, comment tu vas ? Ça va super, merci.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Tu es une artiste et boxeuse amatrice qui vit maintenant à Paris, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, nous allons parler de ton exposition Ringside Seat, qui a eu lieu au Tetris du 1er au 29 mars. Est-ce que tu peux nous décrire rapidement ton exposition, s'il te plaît ? Je vais essayer de faire rapide. C'est pas mon fort en général, la synthèse. Ringside Seat, c'est une exposition qui s'intéresse aux films de boxe. Ok. De boxe anglaise à travers 3 personnages, le boxeur, la card girl. Les card girls sont des personnages féminins qui, dans le combat réel et aussi dans les films, annoncent le round à venir avec un panneau. Et le 3e personnage, c'est le public. Et ces 3 personnages-là apparaissent à travers différentes pièces qui sont soit des images, des objets, des gestes que j'emprunte à des films de boxe, à des combats télévisuels, pour les présenter dans l'exposition sous diverses formes. Ok, super. Merci beaucoup pour ton explication. Donc, je voulais te demander comment tu traduis Ringside Seat, qui est le nom de ton exposition. Littéralement, ça désigne les places du public qui sont au bord du ring pendant les combats. C'est une expression qu'on pourrait traduire par aux premières loges. Ok. Comment est née justement l'idée de ce projet ? Ça fait plusieurs années que je travaille autour de la boxe anglaise et de ses représentations. J'ai commencé à intégrer la boxe à mon travail quand j'étais encore à l'école d'art du Havre, puisque j'ai commencé moi-même à pratiquer la boxe. Et ça a changé pas mal de choses dans ma vie et du coup, naturellement, ça a un peu colonisé mon travail. Quand Ambre m'a proposé de faire cette exposition au Tetris, c'était naturel de continuer à travailler sur la boxe anglaise. Et là, la spécificité de cette exposition, c'était de trouver une manière de rendre cohérentes toutes les pièces et aussi beaucoup de nouvelles pièces. Donc, à travers l'idée de présenter un combat à travers 3 de ces personnages et surtout de parler de ce qui se passe autour du combat, c'est-à-dire avant, entre les rounds, dans les vestiaires, dans les tribunes, sans parler du combat lui-même. Et justement, est-ce que tu as eu un premier déclic pour cette exposition ? C'était assez naturel parce que j'avais déjà certaines idées de pièces, soit des choses que j'avais commencées, soit certaines qui étaient dans les cartons et que l'exposition me permettait de réaliser. Mais il y a quand même dans l'idée de s'intéresser à ce qui se passe en dehors ou autour du combat, il y a un film qui a quand même été important, qui m'a un peu donné l'idée en fait, qui est un presque film de boxe, on va dire, de Brian De Palma qui s'appelle Snake Eyes, qui est une sorte de thriller où quasiment toute l'action se déroule pendant un combat de boxe, mais dans les tribunes et on voit quasiment jamais ce qui se passe sur le ring. Ok. Donc c'est un peu comme ton exposition justement. Oui, cet angle-là m'avait intéressée. Je me suis dit que c'était chouette à exploiter dans le cadre de cette exposition. Donc justement, comme on a vu tout à l'heure, dans ton exposition, tu présentes 3 figures, donc le boxeur, la card girl et le public. On a vu que les card girls occupent un rôle très important dans le monde de la boxe. Comment est-ce que tu as choisi de les représenter dans Ringside Seat et quel message tu souhaites faire passer à travers elles ? Je me suis intéressée aux card girls parce que ce sont, à part quelques exceptions, les seuls personnages féminins qui sont autorisés à monter sur le ring. Mais elles ne combattent pas, elles montent à la minute de repos pour indiquer avec un grand panneau peint quel round est à venir. Et c'est des personnages qui sont hyper sexualisés. Le ring, c'est un espace de très haute visibilité et la visibilité pour les femmes en général, enfin les personnages féminins ou assignés femmes, la visibilité va avec une forme de sexualisation très souvent et là c'est le cas aussi. Ça m'intéressait à la fois de parler de ces personnages-là, mais sans du tout les victimiser ou avoir une critique hyper véhémente de cette sexualisation-là, puisque je pense qu'on peut aussi se la réapproprier. Les card girls, je les ai présentées un peu de 2 manières différentes, puisque dans l'exposition, elles apparaissent à travers des panneaux, qui sont des panneaux peints avec un numéro. À chaque fois, il y a 10 panneaux de 1 à 10. Et moi, j'ai un peu détourné l'usage de ces panneaux pour les rapprocher des pancartes de manifestation en y inscrivant aussi un message de l'autre côté. Les panneaux sont recto verso, qui sont des phrases tirées de films de boxe, qui sont des phrases au départ adressées aux boxeurs, soit de la part du public, soit de la part de l'entraîneur, parfois de l'arbitre. C'est des phrases que j'ai choisies pour leur ambiguïté dans l'adresse. À partir du moment où c'est les card girls qui les tiennent et qui énoncent ces phrases, elles peuvent aussi s'adresser au public, peut-être aussi au public, parfois au public féminin, un peu comme une manière de réfléchir à leurs conditions, ou au public masculin comme une menace, un message un peu misandre aussi dans cette suite de phrases.
Donc ça, c'est la manière dont les Card Girls apparaissent dans l'exposition. Mais le soir du vernissage, j'ai fait une performance où j'ai moi-même incarné une Card Girl en défilant avec ces panneaux Oui, tout à fait. que j'ai installés dans l'exposition au fur et à mesure. On reviendra justement sur ta performance pendant le vernissage tout à l'heure parce que j'ai quelques questions à te poser aussi dessus. Pour continuer sur les personnages, tu évoques aussi des coups fantômes et des boxeurs sans corps. Donc il faut savoir que dans l'exposition, il y avait 2 shorts au milieu qui étaient remplis d'air, on va dire. Ils étaient habités sans qu'il y ait de vrai corps à l'intérieur. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces absences justement des boxeurs et ce qu'elles signifient ? Enfin, en fait, la notion d'absence, elle est apparue à partir du moment où j'ai dû réfléchir à la manière dont j'allais présenter ces shorts-là. Il y en a un des 2 que j'avais déjà exposé lors d'une exposition collective au lieu, qui est un atelier auquel j'appartenais avant WAP. Plutôt que de poser le short, il m'a semblé plus intéressant à ce moment-là de le suspendre et du coup, très très vite, ça donnait cette impression qu'il était porté ou habité. Je sais pas tellement quoi dire sur cette absence-là en particulier. Ce qui a motivé un peu la création de ces shorts au départ, c'était vraiment une idée ça devait être un costume pour une autre performance sur laquelle je travaille, mais qui est un petit peu en stand-by, et ça a donné naissance du coup à ce début de série de reproduction de shorts, mais avec la spécificité qu'ils sont à ma taille, c'est-à-dire quand même beaucoup plus petits que ceux des boxeurs représentés, donc Tyson et Rocky. Ils doivent faire 50 kilos de plus que moi et au moins 50 cm. Et du coup, ça permet en creux d'imaginer un corps de Tyson qui est très différent du Tyson réel, quoi. Ouais. On remarque aussi donc que le public occupe une place particulière. Donc quand je parle du public, c'est dans la salle d'exposition, donc les visiteurs qui vont voir ton exposition. Donc ce public se fait face à lui-même. Et en fait, quelle réflexion tu souhaites provoquer chez le spectateur ? Disons que je serais un peu curieuse de voir justement ce que ça provoque chez le public de l'exposition. Ok. J'avais pas en tête forcément de provoquer quelque chose en particulier, mais plutôt de faire une expérience, de raconter un combat à travers uniquement le regard du public. Donc là, la pièce en question, c'est un montage de reaction shots, c'est-à-dire des plans du public tirés de plusieurs films de boxe. Et ce montage-là a pour bande sonore une bande sonore réelle d'un combat qui a opposé Mike Tyson à Evander Holyfield, où Tyson a mordu l'oreille d'Holyfield. C'est un combat sur lequel je travaille assez souvent, qui m'intéresse beaucoup. Et là, du coup, j'ai choisi de le raconter à travers les réactions de son public. Et à terme, j'aimerais bien faire 3 autres montages autour du même combat, avec d'autres images pour faire une installation immersive où le public de l'exposition serait entouré du public de films de boxe. Dans ton exposition, justement, donc on parlait des extraits de films qu'on pouvait voir. En tant que boxeuse amatrice, est-ce que ton regard sur ce sport est différent de celui de ces films ? Je pense que la principale différence, c'est que la boxe professionnelle et la boxe amateur sont très différentes. Il y a évidemment des points communs et des passerelles qui se font, mais la principale différence, c'est la durée des rounds. Enfin, pas la durée des rounds, pardon, le nombre de rounds dans un combat. En boxe pro, alors ça dépend de la notoriété des boxeurs, on va dire, et des contrats qu'ils ont décidé de passer, mais ça peut aller jusqu'à 12 rounds. Souvent, c'est plutôt 8-10, alors qu'en boxe amateur, on s'arrête à 3. Donc, ça change beaucoup de choses dans la stratégie de la boxe elle-même. Et après, surtout, les films de boxe représentent toujours des boxeurs pros. Et les combats télévisuels sont des combats avec les boxeurs pros. Et en plus, la plupart des boxeurs représentés dans les films sont des boxeurs qui, en fait, vont faire un championnat du monde, ou ont déjà une grande notoriété, ou sont en train de monter dans leur carrière. La boxe amateur, il y a une adrénaline hyper forte quand on monte sur le ring. Ça, c'est pas du tout la même réalité, quoi. Quelle technique ou médium tu as utilisé pour tes œuvres ? Dans l'exposition, il y a plusieurs objets. Il y a des shorts de boxe, comme on l'a dit, donc sont cousus et brodés. Il y a aussi des panneaux en bois peint avec de l'acrylique, mais c'est du texte. Il y a une notion de mise en page aussi dans ces panneaux-là. Il y a du montage vidéo et il y a du texte aussi, pas mal. Et dans une des vidéos, il y a aussi un travail de geste ou de performance, puisque c'est moi qui apparaît sur la vidéo et qui reproduit les gestes de Tyson lors de son combat contre Holyfield. Et justement, donc pendant la création de tes pièces, est-ce que tu as rencontré des difficultés ou même pendant le montage de l'exposition, justement ? Alors, le montage, pas du tout, parce que j'étais hyper bien accompagnée par l'équipe du Tetris.
Donc c'était même beaucoup plus simple que ça à quoi je m'attendais, parce que je pensais devoir gérer certaines choses techniquement que je savais pas forcément faire. Et en fait, j'étais pas juste aidée, j'étais vraiment plus que... Enfin, il y a beaucoup de choses que les techniciennes du Tetris ont fait pour moi, donc ça c'était super. Et je les en remercie, chaleureusement. Par contre, pendant l'élaboration et la création des pièces en elles-mêmes, là, en effet, c'était un peu plus complexe. Alors, c'était pas forcément tant en termes techniques, même si pour ce qui concerne les shorts, par exemple, j'ai un peu appris à coudre en les faisant, donc forcément, il y a eu des ratés. Sinon, il n'y avait pas tant de difficultés techniques que vraiment une question de temps qui rentre en jeu. Les panneaux, par exemple, ils sont peints recto verso et j'essaie de les peindre de la manière la plus précise possible, et du coup, c'est vraiment très, 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 très long à peindre, beaucoup plus que ce que j'avais envisagé au départ. Et aussi, j'ai eu quand même quelques petites galères avec le montage vidéo du public. Enfin, là, pour le coup, c'était les capacités de mon ordinateur qui n'étaient pas tout à fait suffisantes, donc il a fallu bricoler un petit peu, quoi. Donc, dans ton exposition, est-ce qu'il y a une œuvre ou un élément de l'exposition qui te tient particulièrement à cœur, une œuvre préférée, par exemple ? Préférée, je sais pas. En général, je préfère toujours les dernières pièces parce que c'est celles qui m'ont lassé le moins. Il y a une pièce qui est en commun avec un autre artiste qui s'appelle Valdo Savoie, qu'on avait déjà exploité par ailleurs. C'est une très longue bande de boxe, un bandage, c'est ce qu'on met sous les gants, enfin sur les mains, sous les gants pour protéger nos mains quand on boxe. C'est une bande imprimée d'un texte qui est en fait la transcription d'une conversation WhatsApp de notre club quand on habitait au Havre, la Don't Panic Team. Cette conversation, c'est une conversation lors d'un soir de compétition pour certaines des boxeuses qui étaient parties en compétition. Les autres du club qui pouvaient pas venir se tenaient un peu au courant et envoyaient des encouragements via le groupe WhatsApp. Et du coup, il y a quand même une dimension un peu plus personnelle, on va dire, carrément. dans cette pièce-là. Et puis, c'est cool d'inviter d'une certaine manière la Don't Panic dans une expo Havre, quoi. Maintenant, parlons de ton exposition globalement. On va revenir à ton intervention pendant le vernissage, justement. Comment tu l'as ressenti, cette performance, et est-ce que tu as eu des retours ? Elle s'est déroulée à peu près comme j'avais prévu, donc ça, c'est chouette, parce que c'est pas toujours le cas. Pour décrire la performance très rapidement, moi, j'incarnais une card girl, donc j'étais habillée comme telle, à savoir avec des hauts talons, un mini short et un crop top. Et du coup, j'étais habillée en card girl et j'apparaissais plus ou moins toutes les 3-4 minutes avec un nouveau panneau et je disparaissais entre chaque. Et au début, le public était très très sage, hyper attentif, même assez silencieux. Et petit à petit, ce à quoi je m'attendais et que j'espérais un peu, c'était que la vie reprenne son cours à chaque disparition, entre chaque apparition. Et aussi que je sois plus un élément de l'exposition, un élément du décor, mais sans forcément que ça fasse événement à chaque fois que j'apparais. J'ai une copine qui m'a dit que, même à l'inverse, j'avais fini par presque disparaître et que les gens, le public se rendait même plus tellement compte quand je ressortais de ma petite loge avec un nouveau panneau. Et puis progressivement aussi le public est passé de l'espace d'exposition à l'espace du buffet, ce qui est habituel en vernissage. Et du coup l'espace d'exposition est devenu se vidant petit à petit, elle devenait habitée quasiment plus que par moi, donc ça faisait de plus en plus office de scène, alors qu'au début il n'y avait pas d'idée de scission d'espace distinct entre le public et moi, quoi. J'étais vraiment au milieu du public. Donc j'ai quand même dû réajuster un petit peu sur la fin, où j'ai passé un peu plus de temps devant l'espace d'exposition que dedans par rapport à ce que j'avais prévu. Mais oui, ça s'est déroulé comme ça. Et moi j'étais assez contente de comment ça s'est passé. Pas eu beaucoup de retours sur cette performance en particulier. C'est toujours compliqué d'avoir des retours. Pendant un vernissage, les gens complimentent, mais ça s'arrête à peu près à ça, quoi. Est-ce que c'est une étape dans un travail plus large sur la boxe et ses représentations ? Et est-ce que tu as d'autres projets en lien avec ce sujet-là ? Oui, c'est une étape dans le sens où je continue à travailler sur ces thématiques-là. Et là, le prochain projet qui est en cours, j'ai reçu une invitation de carte blanche à participer à une revue d'art contemporain normande qui s'appelle Infer, qui est dirigée par l'association RN13bis qui accompagne beaucoup de jeunes artistes. Je vais fournir des images
pour la revue. Et cette fois-ci, je vais travailler autour des affiches de boxe en ayant un travail plutôt graphique et presque pictural autour de ces affiches et aussi en reproduisant certaines d'entre elles sous forme de drapeaux en satin. Donc ça, c'est le prochain projet qui est en cours et que je suis en train de terminer. Eh ben, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Merci beaucoup Solène pour cet échange et pour nous avoir plongé dans l'univers de Ringside City. Ton regard sur la boxe et ses représentations apporte une réflexion vraiment passionnante, je trouve, sur ce sport et sur les rôles qui l'entourent. Et maintenant, je voulais te demander où est-ce qu'on pouvait te retrouver sur les réseaux sociaux pour suivre ton travail. Sur Instagram pour le moment, donc c'est mon prénom et mon nom, Solène.Langlais. Voilà, juste sur Instagram. Ok, super. Merci encore et à bientôt sur Westrack. Ah ça y est, ça sent bon le printemps avec le retour du soleil, des petites balades à la plage ou en forêt. Et justement, Michel avait envie de mettre un petit peu de printemps dans nos assiettes. Il arrive juste après 2 titres. On va s'écouter O de Jadoo Heart et Wall de Bondé avant de retrouver Michel pour sa chronique culinaire où on va pouvoir parler donc du printemps dans nos assiettes. Le Magal West, c'est dans tes oreilles du lundi au vendredi sur Westrack. Better wake up from the nonsense dreams. I better wake up 'cause you're in my bed. Your beauty is like a golden mine. I keep digging into you, find your gem, your clock. I'm running out of time, you know what? I feel like nobody else has made my life so
promise you just to ease my mind. You prove me with every night we share. That morning in a concept and I don't care. So I keep you like a well-kept secret. You know what, I feel like nobody else has made my life so complete. You and your j'ai peur de m'échapper, dans ma tête j'ai envie. Je le fais jamais, paraît qu'il fait noir. Comment tu veux que je le sache, j'ai du monde dans ma vie, jamais assez d'espace. Je trie les vies un peu toxiques, un peu de larmes. Prêt à faire un pas vers toi, je vais changer dans la nuit. Des baisers, des soupirs. J'ai pas d'envie dans ma vie, j'ai tellement rien à t'offrir. Et si tu vois quelque chose en moi, est-ce qu'il te reste un peu de charme, un peu de viens là? Dis-moi que tu veux ressentir mes mots encore une fois. J'oublie parfois que je me lasse de tout et même parfois de toi. Viens là,
Et il est 17h42 sur West Track Radio. On repart pour une semaine et on est donc avec Michel qui est avec nous, avec le soleil. Ça fait plaisir Michel, tu arrives dans le studio, le soleil est là et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va parler du printemps. Bah ouais, printemps, ça y est, c'est... En plus on a eu un printemps un peu en avance parce que les asperges sont déjà là. Les premières fraises, les asperges de Sologne, les fraises localement, on a de la gariguette près du Havre. Qu'est-ce que j'ai vu ? Les premières tomates de Provence, de pleine terre, pas de serre. Donc ouais, ça y est, ça a démarré quoi. C'est marrant, c'est toujours automne, hiver, on change de saison, on s'en fout un peu. Mais dès qu'on arrive au printemps, je pense que c'est l'arrivée des fruits et des légumes qui fait ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui arrive ? Les carottes nouvelles, les pommes de terre nouvelles. Donc on garde un peu les légumes qu'on a traînés tout l'hiver, mais qui vont avoir une meilleure gueule, on va dire. Non, les petites carottes des sables, petites pommes de terre nouvelles, ça c'est chouette. Les radis, là c'est vraiment le gros moment des radis. Alors les radis, le long, qui est plutôt doux, le petit radis rond, qui est plutôt piquant, le radis noir, et surtout les nouvelles variétés d'origine un peu asiatique, le vert, le orange, le violet, enfin voilà. Donc petite salade de radis, ça c'est sympa. On peut les faire poêler aussi, c'est bien aussi. Petite huile d'olive, voilà, il y a des trucs sympas. Concombre, échalote, le chou aussi, les fèves, ça j'adore. C'est quand elles sont primeurs, vraiment on peut presque les manger crus tellement que c'est sympa. Épinards, les pousses d'épinards, ouais là c'est joli aussi. Les petits pois, Ah tiens, si, petits pois, j'ai vu un truc qui était plutôt sympa parce que je suis friand de cuisine asiatique. Petits pois nouveaux, on a un petit peu de wasabi, même si c'est un truc un peu industriel. Voilà, on mélange bien les petits pois crus avec du wasabi et on met ça dans les air fryers, la nouvelle technologie, quelques minutes. Et à l'apéro, ça te fait des petits pois wasabi un petit peu croquants. Ouais, ça j'aime bien. Laitue, laitue romaine, c'est surtout les nouvelles pousses là qui débarquent. Donc les herbes, pois gourmands, ça aussi. Voilà, un peu de verdure, ça va faire du bien. Le cresson, les courgettes, ça aussi. Ça va être sympa. Les betteraves, les petits navets nouveaux et les artichauts, les petits artichauts violets. Ça c'est côté légumes. Au niveau des fruits, alors les fraises, je l'ai dit, donc fraises des bois, framboises, hein, c'est un peu tout le monde. On va avoir les premières groseilles, ça va être cool aussi. Les melons sont déjà là, j'ai été étonné. Ah oui, okay. Ouais, les premiers melons. Mirabelle aussi, les myrtilles quand on est à la montagne. Ça c'est mon fruit préféré, j'avoue, je crois que c'est craquage. Les nectarines, pastèques, pêches, poires, pommes, les prunes, les quetchs, le raisin aussi, on a encore un peu de raisin. Ok. Reine Claude et les cerises. Alors pour l'instant les cerises non, mais les cerisiers sont en fleurs. Enfin, Tiens, j'ai une question pour toi, Michel, sur les cerisiers. J'ai une théorie parce que chez mes parents, quand j'étais plus jeune, il y avait un cerisier et on disait qu'il y avait 2 années, donc une année où il y avait des cerises, une année où il y en avait pas. Ouais, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une légende ? Parce que c'est vrai qu'on s'est toujours posé la question. Alors je sais pas. C'était une légende dans ma famille. Ok. Ouais, moi je l'ai constaté. On a toujours eu des cerisiers dans nos jardins parce qu'on avait la chance d'avoir des jardins. Et effectivement, ils donnent plus ou moins une année sur l'autre. Ouais, okay. C'est vrai. Ça, enfin, moi, c'est un constat. Si pas toi et moi on est d'accord, c'est sûr. C'est une année sur 2. C'est sûr. Mais bon, la cerise reste quand même. L'année dernière, c'était déjà pas mal cher. On était encore autour des 13 € du kilo. J'espère que ça va baisser un petit peu cette année quand même, on va voir. Et après, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, quoi ? Qu'est-ce qu'on mange ? Alors, je suis pas allé sur les desserts, parce que c'est... Ouais, on pourrait sur la fraise, mais bon, on revient un petit peu beaucoup sur les mêmes recettes. J'ai pas trouvé quelque chose de nouveau et de neuf. Par contre, sur les légumes, ouais. Donc, je vais revenir sur les légumes que je citais tout à l'heure. Là, on va se prendre des pommes de terre, des carottes, des betteraves. On va se prendre de la courgette, des oignons, un peu d'ail, du romarin, du thym, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, et rien de compliqué. D'abord, on épluche tout ce qu'il y a à éplucher. On met ça dans un plat.
On met nos herbes, on assaisonne et on colle ça au four à 180 degrés. Tranquillement, juste une petite jardinière, mais rôtie, quoi. Pas le truc des grands-parents, la Macédoine, qui était pas terrible. Non, là, les petits légumes nouveaux comme ça. Ce qui est bien d'une cuisson à sec comme ça, on garde les vitamines, on garde surtout la texture et le goût, quoi. Là, on va avoir un peu de croquant, ainsi de suite. Je suis désolé, j'ai une bonne bronchite. Temps de cuisson, une petite demi-heure, quoi. Ça, c'est bien, c'est homogène, c'est facile à faire. Dans les petites salades, aussi un peu influence italienne, donc nos pommes de terre, les asperges que je parlais tout à l'heure. Alors, on pré-cuit les asperges à l'eau, les pommes de terre à l'eau, les petits radis crus ou cuits, ça c'est selon ses goûts. Des petits pois, s'ils sont vraiment primeurs, laissez-les crus presque. C'est vraiment sucré. Moi, je me vois encore tout petit manger les petits pois directement dans le jardin. Les jeunes pousses, ce que je disais, les épinards. Et en fait, l'idée, c'est de se faire une petite salade composée avec tout ça. Parce que le beau temps est là. Mais surtout, c'est jouer sur la vinaigrette. Je disais un peu d'Italie. On va mettre un peu de pecorino, ce fromage italien, là. On va faire une petite vinaigrette. Alors, ça, j'aime bien. Un petit peu d'oignon. On prend du cresson. Je disais, vraiment légumes de saison, huile d'olive, du vinaigre de cidre, parce que le vinaigre de cidre, il peps, c'est plus fruité, voilà, c'est inclus dedans. Une petite pincée de sucre, ça c'est pour le côté gourmand, sel, poivre. On insiste un peu sur le poivre quand même, si on met le sucre, voilà, faut que ça soit vraiment des exhausteurs de goût. Et on passe tout ça, mais vraiment au mixeur, au blender, pour que le cresson, ça fasse comme un petit pesto, vinaigrette pesto, un petit truc. Donc ça va faire une petite vinaigrette verdâtre, très chlorophylle, cherchez le mot. Et ouais, ça claque bien vite fait. Alors je sais que je suis à la bourre, mais on peut encore, ouais. Et surtout, moi on m'a dit beau quand il y a le soleil, c'est le plat qui revient directement dans nos assiettes à la maison. C'est le taboulé. Ok. Parce que c'est facile et par contre j'ai essayé d'en trouver un ou deux assez sympas. Peut-être un taboulé, on vire la semoule parce que c'est un peu souvent. Du boulgour, c'est le truc qu'on travaille pas souvent, nous dans les restaurants, mais moi je trouve que c'est sympa dans l'assiette. Donc on fait cuire notre boulgour, on le fait refroidir d'un côté. De l'autre côté, on va plonger dans de l'eau chaude des asperges. On peut y rajouter des fèves. Il y a un thème, tu vas voir le thème apparaître tout doucement. Ensuite, on laisse refroidir nos légumes. Alors, le mieux, c'est même de les mettre dans une glaçante, ce qu'on appelle dans notre métier. C'est-à-dire de l'eau avec beaucoup de glaçons pour les refroidir rapidement. Ensuite, des graines de courge. Alors ça, on peut les acheter directement. Sinon, on les récupère sur une courge et on les fait poêler pour les torréfier un petit peu. Ça va amener du croquant. Et on va prendre un grand saladier et on va y mettre donc notre boulgour, nos asperges coupées en petits. On va y rajouter nos fèves. Là, on va rajouter quelque chose de gourmand, même si c'est pas très écolo, un bon avocat, parce qu'il y en a des beaux là en ce moment. Du citron vert, de la menthe, nos graines de courge qui sont un peu verdâtres. Et en fait, on va avoir un petit tapoulé sur un nuancier de vert. Ça, c'est sympa. S'il reste de la vinaigrette au pesto, de cresson, c'est bien aussi, quoi. Alors, on recycle un petit peu. Sur la même base, sur une base de taboulé, ce que j'aime bien, alors, je vais pas donner tout le descriptif, mais on repart sur une semoule, poitrine de poulet, ça c'est sympa, on cuit ça au four tout simplement, coupé en tout petits dés. Et on va la pimper un petit peu, c'est-à-dire on va sortir un peu des légumes habituels qu'on trouve tout le temps dans le taboulé. Là, moi, je partirai sur du concombre. Ça va amener beaucoup de fraîcheur. Des tomates, parce que c'est les premières. Du poivron, rouge de préférence, parce qu'il est un petit peu plus sucré. De la menthe fraîche. On arrête avec la coriandre et compagnie. Du persil frais, parce que là, il vient du jardin, normalement. Et jus de citron vert, de l'huile d'olive. Moi, je préfère un petit peu plus l'huile de sésame, même si ça coûte beaucoup plus cher. Et une bonne pincée de sel et poivre. Moi, ce que j'aime bien dans le taboulé, c'est de le faire la veille.
parce que la semoule, elle prend les saveurs des légumes en même temps, elle se gorge de l'eau des tomates, et voilà quoi. Et je trouve que ouais, ça colle mieux. Encore un peu je suis un peu stress là aujourd'hui, j'avoue. On se détend, c'est le printemps, on est tranquille. Je disais, petits légumes, un petit plat chaud. T'as vu, j'ai pas fait trop dans le viandard, hein. J'ai été vraiment chercher dans les légumes. Je trouve que le taboulé, c'est bien aussi parce que avec le printemps arrive l'envie de faire des petits pique-niques. Ouais, Alors, le voilà, taboulé, pique-nique, c'est parfait. Ça, c'est le mariage parfait. Dans le tupperware. Exactement. Voilà. Une petite cocotte de légumes de printemps. Parce que j'avoue que les soirées sont fraîches. Hein. Hier, on a voulu faire les malins en terrasse. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais c'est vite descendu. T'étais à la plage ? Ouais, mais j'aurais pas dû. Je l'ai vécu aussi, j'étais en short et je me suis dit, ah oui, c'est vrai qu'on est qu'en avril en fait. Ma quinte de tout le confirme. Ouais, des petits... pardon. Alors, des petits oignons nouveaux, parce qu'on est toujours sur nos légumes primeurs. Des carottes nouvelles, des petits navets nouveaux, du poireau, parce que ça, il y en a toute l'année, mais là, il y en a encore un petit peu. C'est plutôt vraiment le légume d'automne-hiver, le poireau, mais là, il y en a encore quelques-uns. Des petits pois. On va éplucher nos légumes, les cuire à l'eau, les pré-cuire à l'eau. C'est-à-dire, pré-cuire, on les met des par eau froide, et quand ça bout, on compte 5 minutes maximum. Donc, c'est pas vraiment cuit. Voilà. Et on met tout ça dans une petite cocotte. On va se faire un petit plat chaud pour le soir. Avec les parures, on en a déjà parlé, on fait anti-gaspi, hein. On se fait un bon bouillon de légumes pour mouiller à mi-hauteur nos légumes. La recette dit huile d'olive. Là, je dis une bonne noisette de beurre, demi-sel. Voilà. Un bon tour du moulin à poivre par-dessus. On met le petit couvercle et on met ça à cuire, une demi-heure, grand maximum, allez, 15-20 minutes, ça doit être pas mal. Et ça, c'est réconfortant. Le beurre, ça va rehausser le goût de chaque légume. C'est en plus, Et après, là, au niveau de la cuisson, c'est pas dérangeant. Ça peut être sur les navets, mais vu qu'on a tout pré-cuit avant à l'eau, normalement, c'est pimpé, ça arrive bien à la sortie. Autre chose, une petite tartelette aux légumes, ça aussi c'est pas mal. On va prendre une pâte brisée, on la prend toute faite, hein. On s'emmerde pas, hein, j'allais dire. Voilà. On va faire bouillir d'abord dans une casserole pour pré-cuire toujours nos asperges, des carottes, 10 minutes, hein, pas trop longtemps non plus, parce que la carotte c'est pas trop dérangeant si elle reste craquante. C'est surtout pour les asperges, 10 minutes ça suffit en ce moment. On allume notre four, bien sûr, on préchauffe. On découpe notre pâte feuilletée en 4. On fait 4 parts en fait directement. On va faire de la tarte individuelle. Dessus, on va poser donc nos asperges, nos carottes, des radis. Donc là, je précise, on peut cuire les radis. À chaque fois, je choque tout le monde quand je dis ça. Et surtout, on va faire une petite crème pour poser dessus. Alors, c'est un mélange de yaourt, mascarpone. Et là, on y va avec les fromages italiens, Grana Padano, parmesan si on aime. On y va. On mélange bien. Alors, un tiers, hein, se casse pas la tête. Un tiers yaourt, un tiers mascarpone et un tiers de fromage râpé, italien de préférence. On pose ça, donc on tartine notre pâte brisée. On dépose nos légumes de façon harmonieuse dessus. On met ça à cuire 20 minutes, c'est largement suffisant. Et à la sortie, surtout, le petit filet d'huile d'olive, la petite roquette, un petit trait de vinaigre balsamique, et ça claque bien au palais. Enfin, voilà, quoi. Après, si on veut, je peux encore 2-3 minutes. Les fraises, parce que, alors, je sais jamais le nom de ce monsieur. Je cite tout le temps le coin. C'est à Cricto-Lesneval. Voilà, entre Le Havre et Etretat, pas loin de Coville. Il y a un monsieur, c'est le dieu des fraises dans la région. Okay. Alors, il fait pas que de la gariguette, il fait plein de variétés. Mais voilà, ces fraises arrivent toujours à maturité, pleines de sucre. Va falloir que je le trouve, ce monsieur, et qu'on l'invite quand même dans une émission. Et moi, les fraises, ma recette préférée, c'est bizarrement un truc un peu vieillot, mais c'est les fraises au vin rouge.
C'est un truc que faisaient mes grands-parents pour dire que ça remonte, parce que j'avance en âge aussi. Et en fait, un peu de vin rouge, du sucre, et on met ses fraises là-dedans directement. D'accord. On peut booster avec un peu de miel aussi, si on veut un peu plus de sucre. Pourquoi ? Parce que le vin rouge et les fraises se marient magnifiquement. Ça rehausse le goût des fraises. C'est pas le côté alcoolique, c'est avec modération, bien sûr. Au vin rouge, c'est ma préférence. Et au vin blanc, ça marche aussi. C'est très classe. Ça change de la salade de fruits habituelle. Ça change des fraises, toujours avec la crème de ferme. Voilà, c'est le côté un peu léger. Moi, ça m'arrive même de mettre un trait de vinaigre de balsamique. Parce que sur la fraise, c'est pareil, ça booste bien. Je parlais des melons, des fraises. Si on les mange un peu nature, c'est pas une blague. N'hésitez pas à mettre un petit peu de poivre dessus. Ça rehausse le goût des fruits. Ok. C'est quand je dis ça, c'est une épice le poivre. C'est pas, ça peut fonctionner sur le sucré. Ça fonctionne très bien sur ce genre de fruits. Même si la fraise c'est pas un fruit au départ, mais bon, ça, c'est un autre débat. Il faut pas hésiter à booster le poivre, le piment. C'est pas salé, c'est pas sucré. On définit souvent salé sucré dans notre alimentation, mais le poivre c'est ni salé ni sucré, c'est juste pour rehausser le goût des fruits et mettre un peu de piquant. Ça marche très très bien sur les fruits. Voilà. Je crois que vous aviez fait une émission gastronomiquement vôtre où vous parliez justement du sucré salé et du fait que c'est aussi très culturel parce que je crois qu'en Asie ils n'ont pas la même notion de sucré salé. Du tout, l'avocat en Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique, l'avocat c'est un goûter. On prend l'avocat, on met un peu de sucre dessus, on mange ça comme un yaourt. Okay. Dans le sud-ouest, Lectoure, pour citer les melons de Lectoure, une variété, le melon c'est une entrée, c'est une courge. On mange ça avec le jambon. Ça m'étonne c'est pas moins. un dessert. Ça, c'est OK pour moi. C'est pas un dessert. Ouais, mais c'est rentré dans les habitudes. Mais pour eux, ils comprenaient pas qu'on fasse une salade de melon en dessert. Quoi. C'est plutôt l'inverse. C'est eux qui acceptaient pas le fait que le melon soit un dessert. Enfin, oui, c'est vraiment une approche. Et donc, faut pas hésiter de sortir des sentiers battus. On fait bien du chocolat au piment d'Espelette. Je vois pas pourquoi on pourrait pas mettre un peu de piment sur nos fraises, pour les rehausser. Et voilà. Et dans ton restaurant, on sent justement les saveurs du printemps arriver. Ouais, ça commence là. Là, j'ai boosté un petit peu. Ouais, j'ai été chercher ils arrivent demain matin. J'ai 3 kilos de haricots verts à équeuter et à cuire demain matin pour le service. Ail des ours aussi. Tiens, je l'ai pas cité. Parce que alors ça c'est on peut le repiquer l'ail des ours et les gens hésitent. L'ail des ours c'est une grande tige verte qui ressemble un peu à du muguet, donc faut faire attention. L'ail des ours c'est le truc à la mode en ce moment. C'est sauvage, on en trouve dans nos forêts, donc là ça reverdit tout doucement nos arbres. J'adore regarder la forêt à chaque fois que je me balade. Et là, ça reverdit, et donc faut regarder dans les talus, on peut trouver de l'ail des ours. Et ça, c'est super, on peut faire du pesto avec. Demain, il va y avoir à ma carte du lieu mariné au cidre, vinaigre de cidre et ail des ours. Voilà, donc ça, c'est dans les entrées. Haricots verts, on est reparti sur les haricots verts. Une sauce suisse des Toulouse, pareil, pimpée à l'ail des ours. Ça, ça va être assez marrant. Petite pomme de terre nouvelle, je l'espère. J'ai juste marqué grenaille et sur mon bon de commande, entre parenthèses, nouvelle point d'interrogation. Donc j'espère en avoir un petit peu de pomme de terre nouvelle. On suit la saison le plus possible. C'est le plus marrant, quoi. En hiver, on fait une soupe au chou-fleur avec une grosse tartine de fromage. Mais là, les beaux jours arrivent, on va directement sur les primeurs. Merci beaucoup Michel. On te retrouve au micro ce samedi. Avec Gastronomiquement Vôtre. Oui. De quoi vous allez parler ? Du café. Le truc qui nous permet de survivre en tant que cuisinier. Le matin, midi et soir, café. Ouais, voilà, parce que c'est un des grands symboles du Havre. Et le café dans tous ses états, c'est ça dans des plats en boisson. On va survoler le café comme on a toujours fait. On va peut-être pas parler de nos torréfacteurs. On va aller sur quelques cocktails
avec ou sans alcool. Voilà, la boisson. On va d'abord parler un peu de la boisson et par la suite on vous parlera du café dans les plats. Alors quand je dis tiramisu, mocha au café, mais on peut faire aussi des plats à base de café. Je dis pas plus parce qu'il y a une ou deux surprises. Eh ben, je suis curieuse. Donc ça c'est à 11h sur Westrack Radio, gastronomiquement votre ou en podcast. Et nous on se retrouve lundi, Michel, pour d'autres sujets. J'espère que tu vas te soigner, que la chaleur va te réchauffer un petit peu du printemps, en espérant qu'on se retrouve lundi avec du soleil. Je suis pas sûre. Je crois que le week-end va être un petit peu pluvieux, mais on espère. Merci en tout cas, Michel. On va se quitter, nous, en musique, direction Brighton. Là-bas aussi, il y a du soleil au Royaume-Uni avec Pale Blue Eyes, c'est Lucy Rose. Et puis demain, rendez-vous pour une autre émission, le Mag à l'Ouest. C'est à 17h et notre invité, c'est le théâtre de l'Hôtel de Ville. On va donc parler de leur programmation. Rendez-vous demain à 17h. Was it worth it? Under heartache, underwater. 'Cause you left me stranded on an island. Now I'm an island. Then I found out that you've been talking about me, painting a masterpiece for the whole world to see. Those